Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter deux leçons. L'introduction aux travaux de fin d'exercice et la régularisation des stocks. Ces deux leçons s'adressent aux élèves terminale sciences économiques et terminale sciences de gestion comptable. Dans le cadre du cours de comptabilité pour les sciences économiques et comptabilité mathématique financière pour les sciences de gestion comptable. Notre première leçon, l'introduction aux travaux de fin d'exercice. Elle s'inscrit dans le cadre de la première partie du programme qui s'intitule « Travaux de fin d'exercice ». Alors, dans le cadre de cette leçon, on va voir, en premier lieu, la définition de l'inventaire. C'est l'objet de notre introduction. On va voir l'aspect légal des travaux de fin d'exercice, dans lesquels on va traiter la loi 988, bien la loi comptable. On va traiter quelques extraits du Code général de normalisation comptable. En deuxième lieu, on va voir l'aspect comptable. Dans le cadre de ce deuxième point, on va traiter l'enchaînement des travaux de fin d'exercice. Le point de départ, d'une manière générale, de tous les travaux de fin d'exercice est la balance avant-inventaire. Puis viennent les opérations de régularisation qui portent sur donc, la régularisation des comptes de bilan, donc l'actif et passif, la régularisation des comptes de CPC, de charges et de produits. Après avoir terminé toutes les opérations de régularisation, on établit une deuxième balance qu'on appelle la balance après inventaire. Puis vient la dernière opération, la détermination des résultats qui nous permet donc d'établir en fin de compte les documents de synthèse qui sont le bilan, le CPC, le tableau de financement, l'état des soldes de gestion et l'état des informations complémentaires qu'on appelle en abrégé l'éthique. Notre première leçon, introduction aux travaux de fin d'exercice. Alors, on va voir la définition de l'inventaire. L'année dernière, dans le cadre du programme de la première année, on avait traité les opérations courantes de l'entreprise qui portent sur les enregistrements, donc de la facturation, les enregistrements des effets de commerce, les enregistrements des opérations d'acquisition, des mobilisations, en tout cas, le programme de l'année dernière avait porté sur les opérations courantes de l'entreprise. Pour le programme donc, de cette année, et plus exactement dans le chapitre l'introduction aux travaux de fin d'exercice, on va voir des travaux qui se réalisent à la fin de l'année. Plus exactement, au 31 décembre de chaque exercice pour les entreprises pour lesquelles l'exercice comptable coïncide avec la fin de l'exercice. À la fin de chaque exercice comptable, toute entreprise doit procéder à l'inventaire. C'est quoi l'inventaire? Pour mieux comprendre, on va partir d'un petit exemple. Prenons le chef du parc informatique d'une entreprise. À la fin de l'année, il doit recenser combien il a donc d'ordinateurs, combien il a d'imprimantes. En tout cas, il doit faire un état des lieux de la situation de son matériel informatique. Puis, en deuxième lieu, il doit procéder à une évaluation de son matériel informatique. Donc, grosso modo, à travers ce petit exemple du matériel informatique, on doit établir l'inventaire pour tous les éléments d'actifs et du passif de l'entreprise. Ce qui nous donne la définition suivante. L'inventaire extra-comptable consiste à recenser, ça veut dire à faire un état des lieux, connaître en quantité les éléments d'actifs et du passif de l'entreprise. Et en deuxième position, procéder à leur évaluation. Alors, pour faire les opérations d'inventaire, l'entreprise doit respecter un certain nombre de textes de loi que nous appelons dans le cadre de notre chapitre l'aspect légal.
Alors on va voir quelques extraits de la loi 988 relative aux obligations comptables des commerçants. L'article 5, l'inventaire physique. À la fin de chaque exercice comptable, l'entreprise doit procéder donc à un inventaire physique de l'ensemble de ses éléments d'actifs et du passif. L'inventaire doit être effectué au moins une fois par an et généralement à la fin de l'exercice. L'article 6, l'inventaire, comme la comptabilité est un moyen de preuve, les opérations d'inventaire doivent être transcrites dans un livre d'inventaire. Ce livre, généralement, il comporte le CPC et le bilan, donc ce qu'on appelle le compte de produits et de charges. L'article 7, la durée de l'exercice comptable. Un exercice comptable, généralement, est une période de 12 mois. Dans le cadre de notre programme, on doit retenir un exercice qui coïncide avec l'année civile, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Donc, la durée de l'exercice est de 12 mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à 12 pour un exercice donné. Alors, l'article 18, la date d'établissement des états de synthèse. Comme on vient de le voir, le travail de fin d'année se fait au 31 décembre, mais comme les travaux d'inventaire sont très nombreux et sont consommateurs de temps, on a proposé aux entreprises d'effectuer et d'établir les travaux d'inventaire dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Autrement, on peut achever son travail en janvier, en février, mais au plus tard, fin mars. Donc la loi, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'article 18, l'établissement des états de synthèse, sauf circonstances exceptionnelles justifiées dans l'état des informations complémentaires, doit se faire au plus tard dans les 3 mois suivant la date de clôture de l'exercice. La date d'établissement des états de synthèse doit être nécessairement mentionnée sur l'état des informations complémentaires. Alors maintenant, on va passer au code général de normalisation comptable. Alors dans le cadre du code général de normalisation comptable, on va voir quelques principes comptables. La comptabilité d'une manière générale est régie par 7 principes comptables qui sont le principe de continuité d'exploitation, le principe de permanence des méthodes, le principe du coût historique, le principe d'importance significative et le principe de clarté. Les 5 principes que je viens de citer ne vont pas faire l'objet d'un développement dans le cadre de notre leçon. On verra le 6e et le 7e principe qu'on va développer. Le 6e principe, principe de spécialisation des exercices, qu'on aura l'occasion de revoir dans les chapitres à venir. Un exercice comptable, comme nous l'avons dit, est une période de 12 mois, ce qui signifie qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Pour nous, c'est le 1er janvier comme point de départ, le 31 décembre, c'est le point d'arrivée. Donc, on se retrouve avec un découpage au niveau de la vie comptable et financière de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le principe de spécialisation. Qu'est-ce qu'elle engendre, ce principe de spécialisation? Qu'est-ce qu'elle a comme effet sur la comptabilité de l'entreprise? Tout simplement, au niveau d'un exercice comptable, on ne doit enregistrer que les charges et les produits qui concernent cet exercice et rien d'autre. Donc le principe, tel qu'il est énoncé par le plan comptable général des entreprises, en raison du découpage de la vie de l'entreprise en exercice comptable, les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de spécialisation des exercices, rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là
seulement. Puis, nous avons le 7e principe, c'est le principe de prudence qu'on va aussi élaborer et traiter dans le cadre des leçons à venir. Les incertitudes présentes susceptibles d'entraîner un accroissement de charge ou une diminution des produits de l'exercice doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet exercice. Autrement, quand une charge est probable, quand il prend naissance dans le cadre d'un exercice comptable, il doit être enregistré. Alors, on va voir maintenant l'aspect comptable. L'aspect comptable va nous amener à faire une description de la procédure des travaux de fin d'exercice. On commence par la balance avant-inventaire, qui est un document qu'on récupère du service de comptabilité, qui englobe tous les comptes de l'entreprise depuis le début jusqu'à la fin de l'année, à l'exception évidemment des opérations d'inventaire. Puis, on commence les opérations de régularisation. On traite d'abord les comptes de bilan, actifs et passifs. Ensuite, la régularisation des charges et des produits. Alors, une fois le travail de régularisation est terminé, on établit une balance après inventaire, qui est une balance finale. À partir donc de cette balance, on passe donc les écritures de regroupement et de détermination de résultats. Une fois dans toutes les écritures terminées, on établit l'état de synthèse ou les états de synthèse qui sont le bilan, le CPC, le tableau de financement, l'état des soldes de gestion et l'état des informations complémentaires. Bien, maintenant, on va passer à la deuxième leçon, la régularisation des stocks. Alors pour cette leçon, on va voir les éléments suivants. On va voir d'abord des généralités, dans lesquelles on aura l'occasion de voir la définition des stocks et les différents types de stocks. Puis, on va voir le calcul et la signification de la variation des stocks. Et en troisième lieu, on va voir l'utilisation de la variation des stocks. Puis, puisque nous sommes dans le cadre du cours de comptabilité, on va voir l'aspect comptable, à savoir l'enregistrement de la régularisation des stocks. En premier lieu, on va voir les généralités sur les stocks, dans lesquelles on va traiter la définition du stock. Le stock, c'est un ensemble de biens, de services qui sont mis à la disposition de l'entreprise pour servir au niveau de l'exploitation. Et pour avoir une définition complète, nous avons retenu celle proposée par le plan comptable général des entreprises. Le stock est défini par le plan comptable général des entreprises comme un ensemble de biens, de services qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise pour être soit vendus en l'état, c'est le cas de la marchandise, ça veut dire pas de transformation, on achète un bien, on revend le même bien, il s'agit alors de marchandises ou bien des produits qui sont vendus au terme d'un processus de fabrication. On parle de produits et en cours. Puis nous avons la deuxième partie de la définition de stock. Le stock est un bien consommable. Donc, soit il soit consommé en général au premier usage. Il s'agit dans ce cas-là
de matière et de fourniture. Alors, à partir de cette définition, on peut avoir des différents types de stocks. Le premier stock, il s'agit de marchandises. Une marchandise, c'est un bien, comme nous l'avons déjà vu, qu'on achète, on revend en l'état, ça veut dire pas de transformation. On achète des chaussures et on revend des chaussures. On achète des pantalons, on revend des pantalons. Là, on parle de marchandises. Mais quand on achète le cuir pour faire la chaussure, quand on achète de la colle pour produire cette chaussure, il s'agit de matière et de fourniture. La chaussure, une fois qu'il est fabriqué, elle s'appelle donc produit fini. On va passer à un deuxième point, c'est le calcul et la signification de la variation des stocks. Alors, pour pouvoir traiter largement ce point, j'ai prévu pour vous, chers élèves, un exemple qui traite le cas d'une entreprise à la fois commerciale et industrielle. Il s'agit du cas de l'entreprise Indus Cap. Son activité porte sur la fabrication du câblage pour voitures. Il s'agit là de son aspect industriel et la commercialisation des boîtes à outils. Ça veut dire les outils pour la réparation des voitures. Et dans ce cas-là, il s'agit du volet commercial de cette entreprise. Alors, au titre de l'exercice 2008, on vous fournit les informations suivantes. L'entreprise a fait des achats de marchandises d'une valeur globale d'1 million de dirhams. Elle a fait des achats de matières premières, toutes catégories confondues, de matières premières de 2 500 000 dirhams. Au début de l'exercice, cette entreprise possédait, ça veut dire au 1-1 2008, cette entreprise possédait un stock initial de marchandises s'élevant à 225 000 dirhams et un stock initial de matières premières de 330 000 dirhams. À la fin de l'exercice, les opérations d'inventaire ont été réalisées et il s'est avéré que le stock final de marchandises s'élève à 175 000 dirhams et le stock de matières premières s'élève à 395 000 dirhams. Cet exemple va nous servir de base pour le traitement des éléments concernant le calcul de la variation des stocks et de sa signification. Aussi, il va nous servir pour l'enregistrement comptable des stocks, à savoir l'annulation et la constatation. Alors pour ce faire, je vous invite pour la prochaine séance à penser à ces différents éléments, à savoir comment faire pour le calcul de la variation de stock, comment interpréter cette variation du stock, autrement, quelle est sa signification et comment faire pour pouvoir enregistrer les stocks, à savoir les stocks initiaux et les stocks de fin d'exercice. Je vous remercie, chers élèves, et à la prochaine séance.